Spectateurs de RP Média, bonjour, bonsoir, tout dépend de où vous vous trouvez sur la planète. Nous sommes réunis encore ce dimanche pour traiter de l'actualité. Raoult Touré Mokhtar, je suis président de la section PNDS de France, c'est le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, donc section de France. Mokhtar a été présenté, nous avons Tapa Conté, Moussa Wadia Doumbia et Abdoulaye Ba que vous avez déjà vu plus d'une fois. L'uranium nigérien, est-ce que ça profite aux Nigériens? Donc pour commencer ce sujet, je vais vous présenter un peu l'état des lieux. Depuis plus de 40 ans, le groupe Areva, précédemment CEA, puis Kojima, exploite l'uranium nigérien à travers les filiales locales, le Somaïr et la Cominac. Donc les conventions minières nigériennes qui fixent leur cadre juridique et fiscal depuis 10 ans sont arrivées à échéance au 31 décembre 2013. Et donc il fallait renégocier les contrats. Et c'est là où tous les fantasmes sont nés au Niger. Les gens se sont dit, pour une fois, nous allons négocier les contrats miniers de sorte à ce que le Niger se retrouve. Donc il faut rappeler quelques statistiques concernant le Niger. Le site d'information nigérien du nom de actuniger.com qui reprend lui-même les données du PNUD nous rappelle bien que le Niger est bon dernier du classement du PNUD par rapport aux indices du développement humain. Donc le Niger est 180e nation sur 187 au total. Mokhtar nous dira peut-être s'il y a une erreur ou pas. Et donc le Niger est l'un des États les plus pauvres de la planète avec 60% de sa population qui vit avec moins de $1 par jour. Le Niger est aussi classé le 4e producteur mondial d'uranium, le 2e fournisseur d'Areva, juste après le Kazakhstan. Et c'est un partenaire stratégique de la France à qui il fournit plus de 30% de son approvisionnement pour l'énergie nucléaire, pour les centrales nucléaires. Donc dans le face-à-face qui est né suite à la fin des premiers contrats entre ce qu'on peut appeler l'un des pays les plus pauvres du monde, le Niger, dont le budget annuel flirte avec les 2 milliards d'euros, et le leader mondial de l'énergie nucléaire qui n'est autre que Areva, dont le budget en 2012 était quand même chiffré à 9 milliards d'euros. Nous allons chercher à comprendre si le Niger a tiré son épingle du jeu. Donc notre ami Mokhtar qui est là sur le plateau pour la première fois va nous dire si les Nigériens profitent de cette manne ou de ce nouveau contrat minier entre Areva et la République du Niger. Ces questions nous permettent aujourd'hui de revenir sur l'accord qui a été récemment conclu, c'était au mois de mai ou juin. Il est important de dire très rapidement que vu la ténacité, en tout cas la longueur des discussions, ça fait 2 ans que nous sommes on était en train de discuter avec Areva. Au bout de 2 ans et avec la situation, le tableau que tu viens de brosser, que vous venez ou tu viens, je ne sais plus s'il faut se tutoyer ou... Non, on va se tutoyer. Voilà, que tu viens de brosser, je pense que le Niger n'était pas en position favorable pour discuter avec le géant que vous connaissez, qui a toujours été au Niger depuis 1958. Mais à la lumière des éléments que nous avons vus transparaître dans l'accord qui a été signé, nous estimons qu'il a tenu compte des intérêts du Niger. Pourquoi je dis cela? Parce que depuis 1958 jusqu'à récemment, les avancées qui ont été acquises lors de ces négociations-là n'étaient pas gagnées d'avance. Nous avons 6 000 Nigériens qui dépendent d'Areva, des 2 000 de la Cominac et la Somalie, 6 000 Nigériens qui risquaient d'aller au chômage avec les éléments que vous venez de nous indiquer sur la concurrence aujourd'hui sur le plan minier, en particulier sur l'uranium. Nous sommes 2e producteur, mais nous ne sommes plus les seuls sur le marché mondial. Donc si nous fermons nos portes, Areva va aller ailleurs, et ce sera le Canada, ce sera le Kazakhstan, ce sera d'autres pays. Donc voilà pourquoi je considère que c'était une prouesse que d'arriver déjà à faire appliquer une des dispositions de l'accord minier de 2006, qui était le point d'achoppement sur lequel Areva avait refusé de payer la taxe des 12%, qui était pourtant une disposition d'une loi, de la loi minière du Niger. Mais aujourd'hui, avec les négociations qui ont eu lieu, et bien finalement, il y a cette possibilité-là de pouvoir tirer cette manne-là voilà, dans le cadre de cet accord. Avant le 31 décembre 2013, donc fin de l'ancien deal entre Areva et l'État nigérien, il y avait une taxation à hauteur de 5,5%.
Et donc les négociations ont ramené cette taxation-là à 12%. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a 2 filiales nigériennes d'Areva qui sont contrôlées par Areva, qui ont quand même bénéficié d'une exonération de cette taxe-là. Donc est-ce que l'arbre ne cache pas la forêt? Qui ont bénéficié, je ne sais pas, tu parles de la... Il y a 2 sociétés minières nigériennes donc, qui sont contrôlées, je crois que c'est la Société des mines de l'Aïr et la Cominac, qui sont aussi contrôlées par Areva. Qui sont contrôlées par Areva. Et qui ont bénéficié d'exonération de taxes. Donc d'une part, on est parti de 5,5% de taxation du minerai extrait, et donc qui profite au Niger, donc c'est une avancée de 5%, on passe à 12%, c'est bien, sauf qu'à côté il y a 2 sociétés qui sont contrôlées par Areva au Niger qui ont bénéficié d'exonération de taxes. Non, ce qui va se passer, c'est que la taxation telle qu'elle va être appliquée, c'est en fonction du rapport de bénéfice. Donc du coup, entre la Somaïr et la Cominac, qui sont 2 sociétés différentes, finalement, la taxation, enfin la taxe va s'appliquer de manière juste, puisque c'est en fonction de ce qu'elle va produire, pas sur le minerai, mais sur le chiffre d'affaires. Ce qui, encore une fois, est une prouesse. Il faut ajouter à cela que depuis 1958 jusqu'à l'accord, cet accord-là, le Niger était exclu de la gouvernance de ces sociétés-là. Donc aujourd'hui, dans le sillage de cet accord, le Niger bénéficie, on va dire, d'une sorte de vigie. Donc le Niger contrôlera tout ce qui sort de son sous-sol et comment il est commercialisé. Donc ça aussi c'est une avancée, ça nous permet d'avoir simplement une vision sur nos richesses, sur la manière dont les minéraux sont exploités et sur sa commercialisation. Donc on a vraiment une vision sur tout ce qui se passe. Je pense que là également c'est une avancée dans le cadre de cet accord-là. On peut citer d'autres avancées aussi, c'est que nous avons demandé, dans le cadre toujours de ces accords, pour vous montrer que le Niger a tiré son épingle du jeu, on peut toujours faire mieux. Mais nous pensons qu'il y a eu une évolution qui nous permet aujourd'hui de demander à Areva de financer par exemple les infrastructures qui ont permis ou qui permettent l'évacuation, l'acheminement, notamment les infrastructures routières. À hauteur de 90 millions d'euros. Ce qui n'est pas rien. Il y a d'autres volets qui entrent en ligne de compte, c'est que Areva, dans le cadre de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, on a un programme phare du président de la République qui s'appelle les 3M. Donc les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il y a une vallée dans le grand désert nigérien où Areva va financer également un programme d'agriculture pour... À hauteur de 17 millions d'euros. De 17 millions. Je vois que vous êtes très très bien informés. Donc je pense que ceux qui ont la facilité de dire que rien n'est fait ou que nous avons perdu, on a perdu le match contre Areva. Moi je pense au contraire qu'avec la conjoncture internationale, avec la pression sociale qui était sur nous, vous savez que Areva avait fermé une des usines, machin. Donc c'était, si le contrat venait à être rompu, c'était peut-être la porte ouverte à des problèmes sociaux. Aujourd'hui, les 6000 salariés de ces 2 sociétés-là peuvent vaquer à leurs occupations et assurer la survie de leur famille. Et pour moi, c'est une donnée capitale. Taba Conté, qui est très énervé aujourd'hui, va nous dire ce qu'il pense de ce thème-là. Je ne suis surtout pas énervé à cause de ces sujets-là. Non, moi je pense que vous avez donné tous les éléments qu'il fallait apporter à la connaissance de nos téléspectateurs. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est pas évident pour le Niger de tirer son épingle du jeu face à Areva. Il faut dire une chose, c'est que Areva est une société qui est détenue à 80% par l'État français. Ça veut dire que quand on négocie avec Areva, on négocie avec la France. Et ce n'est pas évident. Oui, on peut toujours dire qu'il y a eu mieux de par les négociations qui ont eu lieu récemment entre l'État nigérien et Areva, mais ce n'est pas facile pour l'État nigérien de pouvoir tirer son épingle du jeu. Il y a une conjoncture internationale qui est là, le chantage à l'emploi que Areva utilise, sans compter les pressions politiques que la France peut exercer sur le Niger. On peut dire oui, mais la réalité c'est que ce n'est pas afférent seulement au Niger, c'est toute l'Afrique. Comme le Mali ne profite pas de son or, le Niger ne profite pas non plus à sa hauteur de souhait de son uranium.
Ça, comme je l'ai dit, le Brésil et le Kazakhstan, le Canada et le Kazakhstan qui sont des concurrents, malheureusement ce ne sont pas sur le même continent et c'est très très difficile de mettre en œuvre peut-être qu'une OPEP de l'uranium. Mais moi je suis persuadé d'une chose, c'est que la France ne peut jamais se passer de l'uranium au Niger. En fait, moi je suis plutôt choqué du fait que mes deux amis disent que le Niger a réussi quand même à bénéficier de quelque chose de ces négociations-là, parce que pour moi c'est vraiment un échec. Je suis désolé, mais je ne comprends pas que le Niger, qui est un pays qui dépend à 40% de son budget de l'aide au développement, puisse négocier seulement 13% de son uranium. Pour moi, c'est aberrant, c'est pas logique, on peut pas m'expliquer ça. Rien qu'en 2013, enfin, le premier trimestre 2013, Areva a eu, si vous voulez, plus de 459 millions d'euros. Et que le Niger n'a bénéficié que de 13% de cette manne-là. De l'autre côté, on nous dit oui, ça a évolué, on a vu qu'avant c'était compliqué, que c'était difficile. Mais aujourd'hui, la conjoncture structurelle internationale, au contraire, bénéficie plutôt au Niger parce que Areva n'est plus le seul sur l'entreprise. Areva n'est plus le seul sur le marché. Et il ne peut pas dire oui, non, c'est moi qui dicte ma loi et tout. Il y a les Canadiens, comme vous l'avez dit, il y a d'autres concurrents. Et aujourd'hui, dire que le Niger ne peut pas négocier à hauteur des souhaits et les avantages qu'il peut tirer justement de l'uranium, à mon avis, ça serait vraiment très décevant. Et de l'autre côté aussi, l'idée de dire oui, Areva va investir au Niger, on sait très bien, oui, ils vont faire des infrastructures, mais l'idée première, c'est quoi? C'est pour pouvoir faire évacuer l'uranium, plutôt que d'aider la population locale, parce qu'Areva a refusé en 2012-2013 de construire une école pour les enfants de ses employés. Ça, pour moi, c'est choquant. Donc, à mon avis, il faut vraiment que le Niger revoie sa position par rapport à ces négociations. Ce qui se passe au Niger, c'est similaire à ce qui se passe dans la plupart des pays africains qui détiennent dans leur sous-sol des ressources minières. Parce que je dis ça parce que je dirais à peu près que les codes miniers, c'est là où résident tous les problèmes. Par exemple, quand tu prends le Mali ou l'État malien, limite même sa participation dans les capitales sociales des sociétés minières internationales à 20%, dont 10% de gratuits offerts par les sociétés minières. Je pense que ça doit être à peu près la même chose au Niger. Donc du moment où il n'y a pas un seul code minier qui est clair, parce que quand tu viens de me dire qu'il y a des autres sociétés minières qui sont contrôlées par Areva, qu'est-ce qu'ils font ces sociétés-là sur notre territoire? Au fait, il y a comme le fait qu'il y a la zizanie autour du code minier, et chacun essaie de faire de telle sorte que, bon, il y a un tel code minier qui a été voté à telle année, donc j'essaie de créer une nouvelle société en m'alliant derrière l'ancien code minier, donc pour être exonéré, avoir beaucoup plus d'exonération d'impôts. Donc, là où je vais rejoindre Moussa Badia, c'est que c'est aberrant ce qui se passe parce que le Niger ne tire que 5% de ses recettes nationales de l'uranium. Donc on ne peut pas dire que c'est avantageux, toutes ces choses-là pour le Niger. Parce que l'uranium représente quoi dans les PIB nigériens? C'est 5%. Donc vu la manne, et puis ils ont l'arrivée à l'arrogance même de se taper la poitrine. Bon, l'année dernière, nous avons offert 150 millions d'euros, et on a payé 150 millions d'euros au Niger en termes de taxes et tout ça. Pour moi, c'est insignifiant par rapport à ce qui tire de cela. En parlant de la concurrence, je pense qu'Areva même avait négocié une compagnie chinoise pour vendre ses parts d'action. Donc il n'y a pas que la France qui a besoin de l'uranium actuellement, il y a la Russie, il y a la Chine et puis il y a les grandes puissances qui ont besoin effectivement
de l'énergie nucléaire pour leur développement. Mais quand est-ce que nos peuples africains auront leur mot à dire par rapport à la gouvernance? Je ne dis pas des États, mais des peuples. Moi, je me situe du point de vue des peuples, parce que je suis issu d'un territoire où il y a la problématique de l'uranium qui est posée. Quand je prends dans une de mes communes rurales, il y a une société canadienne qui faisait de l'exploration de l'uranium. La phase de l'exploration de l'uranium, il y a le code minier qui exige à toute compagnie minière de faire des études d'impact environnemental et social et qui devrait être sujet de consultation populaire pour que les peuples se déterminent. C'est le seul point positif dans nos codes miniers. Mais seulement, ces études-là n'ont jamais été mises à la disposition de nos populations, car la majeure partie de ces études-là sont soit en anglais ou en français. Et les mines, les territoires où se situent les mines, c'est des zones où la population est analphabète, on va dire à 80%. Donc, il n'y a aucune politique pour mesurer l'impact environnemental ni sociétal de l'ouverture de ces mines-là. Donc, je pense qu'en tant qu'Africains, nous devrons vraiment nous battre pour que nos peuples soient partie prenante de la gouvernance locale, ne serait-ce que localement, de ces mines-là. Avant de laisser Mokhtar conclure, je vais rajouter 2-3 petites choses. Il faut savoir que donc, ce nouveau deal qui a été fait en 2014 entre la France, représenté par Areva, et l'État du Niger, il n'y a pas de durée de vie du contrat. C'est que dans la tête de tout le monde, ce contrat doit durer 10 ans, mais en fait, dans les faits, il n'y a pas de date limite. Donc, je vais laisser l'ami Mokhtar conclure sur cette partie. Pour conclure, c'est pour revenir, encore une fois, moi je pense il faut apprécier les choses. Nous, on parle d'avancée, on ne dit pas que nous avons gagné. On dit que par rapport à ceux qui existaient de 1958 jusqu'au 31 décembre 2013, l'accord de mai-juin a été une avancée sur le plan de nos rapports avec Areva. Ça a été une avancée. Pourquoi? Parce que dans les caisses de l'État viendront 20 à 22 milliards supplémentaires dans les caisses de l'État. Enfin, j'ai tendance à regarder celui à qui je réponds. Donc pour moi, c'est une avancée qu'il faut souligner. Et on n'est pas en train de se gargariser sur une victoire quelconque qu'on a eue sur Areva. On est en train de dire que nous avons réussi à mettre un pas devant l'autre. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que je viens de dire que nous prenons maintenant une part active dans la gouvernance, ce qui va nous permettre d'apprécier les choses et puis de mener les réformes qu'il faut, peut-être dans les 10 ans à venir, ou peut-être même en cas puisqu'il y a une disposition dans le contrat qui nous permettrait, sous certaines conditions, de pouvoir revenir sur les accords qui ont été conclus. Donc cet accord, ce n'est pas une potence dans laquelle nous avons notre coup. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est en dehors de la question de l'uranium, c'est l'IDH. C'est l'IDH. Alors, l'indice de développement humain, c'est vrai, le chiffre brut comme ça, Niger dernier, ça peut effectivement, lorsqu'on ne pousse pas la réflexion un peu loin, ça peut dire que depuis 3 ans, on fait du surplace. Or, tout le monde sait que dans la formation de cet indice-là, il y a des éléments qui ne peuvent être pris en compte que les années suivantes. Donc, ça veut dire tout simplement que l'action du chef de l'État, depuis novembre 2011 à la tête de ce pays, tous les observateurs sont unanimes sur le fait que beaucoup de choses bougent dans ce pays. Il y a des tas de choses, et dans l'indice, quand vous allez décortiquer l'indice, vous verrez que tous les éléments, sur la plupart, je ne vais dire pas tous, il y a 1 ou 2 éléments sur lesquels, il y a eu du surplace, mais tous les éléments ont bougé. Donc en soi, c'est une avancée aussi. Même dans notre place le dernier, je me souviens qu'en 2004, quand on a fait une rencontre ici avec l'actuel président de la République qui était leader de l'opposition à l'époque, on a eu une réunion ici, il nous parlait de l'IDH, c'était en 2004. Donc aujourd'hui, qu'il y ait des progressions dans les éléments qui entrent dans le cadre de la formation de l'IDH,
pour moi c'est une bonne chose. C'est dans l'éducation, c'est dans la santé, c'est dans tous les secteurs, des sujets, les secteurs vitaux qui concernent les populations. Voilà, donc pour moi c'est une réalité, il faut savoir, moi je ne suis pas à la même place que vous, nous sommes aux affaires, nous voyons ce que nous faisons et c'est traduit dans les chiffres. J'invite encore une fois à décortiquer ce petit DH-là et de voir quels sont, même si on n'a pas fait un saut d'un rang, on a fait un saut horizontal qui nous permet d'améliorer les indices et ça c'est une réalité. Et c'est valable pour beaucoup de pays. Et quand on compare la progression que le Niger a eu à faire par rapport à un certain nombre de pays qui sont en avance sur nous, on a l'impression que ces pays-là ont régressé et que le Niger a progressé, même si on n'a pas avancé, si vous voulez, dans le classement. Voilà. Et juste pour terminer sur les 5%, effectivement, ce qui est scandaleux, ce qui a été scandaleux depuis toutes ces années, c'est que l'uranium, qui est le produit phare du Niger, eh bien, effectivement, ne participait qu'à hauteur de 5% dans le budget national. Et c'est ce scandale-là que le président Mahamat Issoufou a voulu relever. Et avec les nouveaux accords qui sont là, il est évident que ce chiffre-là, cet indice-là va progresser. Donc, moi, je reste optimiste. Nous avons arraché ce que nous avons pu arracher aujourd'hui, mais ça reste à parfaire, effectivement. C'est un combat pour tous les peuples africains. Sur ces belles paroles de Mokhtar, qu'il ne faut pas oublier, c'est son parti politique qui est au pouvoir, donc il est là pour défendre leur position. Pour parler des améliorations, donc des progressions dont ils parlent, peut-être qu'ils ont progressé dans la médiocrité, ça aussi c'est possible, ou bien ils ont progressé dans la même marge que tous les pays avec lesquels ils étaient en concurrence, ce qui fait qu'ils gardent la même position. Donc nous allons changer de thème, et donc le thème auquel nous allons nous attaquer, c'est l'hôpital Gabriel Touré. Touré, ça n'a rien à voir avec son prénom, c'est le nom de... Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le nom d'un grand hôpital au Mali, donc qui est en train de se mourir. Il faut savoir que RP Media avait dépêché à Bamako donc, deux gladiateurs en costard, Fatoumata Soukouna et Mariam Sissoko. Donc ils ont fait plus Niakate, donc Sadio Niakate à Bamako. Ils ont fait un très grand boulot. Donc ils ont rencontré le directeur général adjoint de l'hôpital Gabriel Touré, qui est un jeune que nous saluons, dont nous saluons le travail, donc qui a été très clair avec nous. C'est très rare de trouver le responsable d'une institution qui ose aussi être très très clair, très précis sur le mal de son établissement. Donc il nous a parlé tout simplement de certains maux que vit cet hôpital-là. Par exemple, les fermetures fréquentes des blocs opératoires pendant des semaines pour faute de produits anesthésiques. Ça, il faut juste conceptualiser la chose. L'absence totale de médicaments dans la pharmacie de l'hôpital, l'arrêt des équipements d'imagerie médicale, l'incapacité pour les laboratoires pour simplement détecter le paludisme. Le paludisme, c'est quand même une cause nationale au Mali. Un grand hôpital comme le Gabriel Touré n'a pas d'éléments pour détecter le palud, qui tue tous les jours beaucoup de monde. Ça fait se poser beaucoup de questions. Et il y a le manque d'hygiène, le laisser aller total, le manque d'autorité totale au niveau de l'hôpital. Et il y a aussi un détournement des deniers, un détournement des équipements, un détournement des malades. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins qui sont salariés des cliniques privées. Et donc ils détournent tout simplement les patients qui viennent à l'hôpital public, qui n'ont certainement pas assez de moyens. Ils préfèrent plus, au lieu que de les soigner à l'hôpital, les détourner dans des cliniques. Donc ça, ce sont des mots qui minent la vie des patients au niveau du Gabriel Touré. L'hôpital manque même de gants, de coton et d'alcool. Qu'est-ce que vous allez faire dans un hôpital où il n'y a pas de gants, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de coton? Donc le directeur général, pour faire plaisir aux syndicats, à la veille des fêtes, il investit 6 millions dans du sucre qu'il distribue au personnel médical, sachant que le budget d'État contribue à 5 milliards. Donc ce sont 5 milliards pris sur les impôts, sur les contributions des Maliens. Sachant qu'il manque tout ce que je viens d'énumérer, le directeur général se permet d'investir 6 millions de francs CFA à la veille des fêtes pour faire plaisir au personnel médical. Donc le Gabriel Touré ressemble beaucoup plus à un marché où certains dirigeants et leurs protégés de politiciens trouvent des moyens pour s'enrichir plutôt que de s'occuper réellement des malades. Donc nous sommes là pour en parler.
J'ai quelques chiffres sur le Gabriel Touré, je vais vous les donner, mais bon, on va laisser faire un tour de table. On va commencer par Abdoulaye Ba. Bon, moi je pense que le problème de l'hôpital Gabriel Touré n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis, voilà, avant même l'avènement à la démocratie. Parce que quand les Fonds monétaires internationaux et autres se sont initiés dans les affaires internes de nos pays, en les enlevant toute leur part de souveraineté, donc les hôpitaux, je peux dire que les hôpitaux au Mali d'une manière générale sont devenus des mouroirs. Parce que dans ton intervention tout à l'heure, tu as parlé de détournement des malades et tout ça. Parce qu'il se trouve que chaque chef de service à l'hôpital Gabriel Touré ou dans les hôpitaux maliens ont des cliniques privées où ils sont salariés dans les trucs. Donc chacun donne rendez-vous en dehors des horaires de travail à l'hôpital public, à leur clinique ou dans la clinique où ils travaillent. Donc ce qui fait qu'il y a souvent un conflit d'intérêts qui fait que même les décideurs politiques ont des intérêts dans cette clinique-là. Donc il n'y a aucun élément de suivi et de contrôle de manière permanente dans ces institutions-là. Donc cela va de soi, quand il y a un parent qui va dans une clinique, quand le malade est en phase terminale, on l'envoie mourir à l'hôpital public. Pour ne pas avoir à dire que bon, il est mort dans telle ou telle clinique, donc on préfère, bon, là, on n'a plus la solution, il faut aller à l'hôpital public. Donc, ce qui est vraiment, vraiment énervant. Et je pense que là-dessus, l'État malien doit prendre sa part de responsabilité et remettre sa souveraineté au sein de la santé, au cœur de la santé publique. Parce que une fois que l'État abandonne sa part de souveraineté dans la gestion de certains secteurs clés de la vie de sa population, je pense que ce fait-là s'appelle la démission de la gestion publique. Et je pense qu'actuellement, la société civile a sa part. Et je salue d'ailleurs l'équipe d'RP Média d'avoir fait cette révélation-là. Voilà. Moi, je pense que la santé au Mali est malade. Je pense que vous avez déjà titré sur ce point-là récemment, à juste titre d'ailleurs. La santé est vraiment malade. Il y a beaucoup de scandales. Au-delà de Gabriel Touré, je pense que la santé, quand vous vous intéressez de peu, ce qui se passe même dans ces cliniques aussi, où on vous opère pour un oui ou pour un non, et au final, pour que vous mourrez sur la table d'opération, c'est un problème où ça interpelle tout le monde. Les politiques, la société civile et les professionnels de la santé. Parce que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette affaire-là. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vrai que tout est question d'urgence au Mali. Tout est question d'urgence au Mali. Et la santé n'échappe pas à ça. Et je pense que s'il n'y a pas de santé, on ne peut pas prétendre à un développement quelconque. La libéralisation à grande échelle des choses qui peuvent rentrer dans les sphères régaliennes de l'État, telles que l'éducation et la santé, nous avons vu que c'est une catastrophe pour nos pays. C'est une catastrophe. Cette libéralisation prônée par les institutions de Bretton Woods a amené l'État à se retirer de certains points et les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles pour nos pays. Je pense qu'à un moment donné, tous ces trois acteurs, société civile, professionnels de santé et l'État, doivent prendre leurs responsabilités et les citoyens ne doivent pas se taire là-dessus. Au-delà de toute considération politique et autre chose, il y a des choses à dénoncer. Il faut les faire en toute objectivité. Je pense que l'État en premier lieu au Mali doit s'intéresser à ce secteur-là aussi, parce que tout commence là. Sans santé, on ne peut rien envisager dans l'avenir. Mokhtar Touré, qui n'est pas malien, qui est d'origine nigériane, rappelons-le, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Mali, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette présentation sommaire de l'hôpital Gabriel Touré. Je ne connais pas l'hôpital en question, mais d'après les éléments que vous dites, j'ai le sentiment que ce qui se passe dans cet hôpital-là se passe dans les autres hôpitaux de la sous-région. Ces professionnels, en fait, qui n'en sont pas, qui n'ont pas la conscience professionnelle, parce que c'est ça aussi le problème. C'est très facile, je pense, c'est un raccourci de dire que le pouvoir en place ne fait rien pour, mais je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se responsabilise. On nomme des responsables d'hôpitaux
en leur affectant des budgets, mais on se rend compte que c'est la gestion qui pose un problème. Souvent, ce n'est même pas un problème de moyens, c'est souvent le professionnalisme qui a quitté notre administration. Donc, c'est aussi ce combat-là qu'il faut mener, et ce n'est pas un combat qu'on peut gagner du jour au lendemain. Je pense qu'il faut néanmoins saluer tout ce qui va dans le sens de pouvoir transformer nos sociétés, la mentalité. Ça commence aussi par nous-mêmes, les populations. Moi, quand je vois, par exemple, que les visites, par exemple, se font non pas au domicile, les gens ils reçoivent leurs amis sur leur lieu de travail, et ça, c'est une maladie au niveau de l'administration de façon générale en Afrique. Donc, c'est juste un épiphénomène, c'est une petite observation que je fais, mais je sais que ça empêche la productivité dans l'administration, dans les administrations africaines de façon générale. Donc l'hôpital Gabriel Touré est victime, comme les autres, de ce manque de professionnalisme qui doit être un chantier que nos responsables doivent réellement ouvrir pour faire avancer les choses. En fait, pour parler de l'hôpital Gabriel Touré, pour moi c'est très difficile parce que j'ai connu un passage qui m'a vraiment marqué au sein de l'hôpital. J'ai mon petit cousin qui a été admis et malheureusement je me suis retrouvé à veiller sur lui pendant 2 semaines au sein de l'hôpital Gabriel Touré. Donc tout ce que tu viens de citer, je les ai vécus en plein fouet et je l'ai vécu personnellement parce que j'ai vu des infirmières qui voulaient me vendre des médicaments. J'ai vu des docteurs qui m'ont laissé leur numéro de téléphone pour que je les amène à mon cousin. Et puis, au-delà de tout cela, donc voilà, je me suis retrouvé à s'achever et ça a été une semaine d'agonie. Malheureusement, il n'a pas survécu, d'autant plus qu'on a passé quand même 2 ans à les traiter justement à l'hôpital Gabriel Touré en disant qu'il n'avait pas lu, finalement ça a été une blanchie. Donc oui, l'hôpital Gabriel Touré va très très mal, mais aussi il faut le dire, ceux qui sont nommés responsables depuis des années, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un budget qui est voté et on pioche dans le budget pour faire plaisir au personnel qui par ailleurs ne joue pas son rôle. Et de l'autre côté aussi, j'ai regardé justement la vidéo des RP Média. J'étais un peu sidéré de voir que le directeur adjoint dénonce les mots mais ne fait pratiquement pas de propositions concrètes et n'a pas pris de mesures pour indiquer à tout ce qui se passe. Oui, d'accord, il y a des postes politiques, mais je pense que quand on est responsable, on n'est pas responsable pour rien. Et il faut assumer ses postes et prendre des décisions qui s'imposent. Je pense qu'au Mali, c'est ça qui manque. Je crois que également l'hôpital Gabriel Touré, c'est à l'image de tous les compartiments de l'administration malienne, que ce soit sanitaire ou autre. C'est vraiment décevant de voir que l'un des plus grands hôpitaux du pays se retrouve dans un tel état de putréfaction que même le président refuse d'en parler. C'est inhumain. Toute personne qui a été une fois malade au Mali s'est rendu compte que Gabriel Touré, ce n'est pas la destination. Comme l'a dit Abdoulaye, quand on va là-bas, c'est pour finir ses jours. Et c'est vraiment malheureux et douloureux pour nous de vivre ça. Donc pour conclure sur ce sujet, je vais vous donner quelques chiffres qui caractérisent l'hôpital Gabriel Touré. Donc c'est 642 agents, 181 contractuels pour 461 fonctionnaires. C'est également 137 000 consultations et 21 000 hospitalisations par an, 80 personnes reçues aux urgences tous les jours. La spécificité de cet hôpital ne s'arrête pas à ces chiffres. En effet, il y a plus d'1 an, l'établissement était endetté à plus de 92 millions de francs CFA auprès des banques et de 1,5 milliard de francs CFA du côté des fournisseurs. Il y a certains fournisseurs qui ont même décidé de geler les comptes de l'hôpital. Donc depuis janvier 2013, je vous parlais d'un jeune docteur Moussa Sanogo que les dames de RP ont eu l'honneur de recevoir. Donc il nous a
qui nous a vraiment fait un diagnostic de l'hôpital, qui nous a dit mot pour mot que l'hôpital elle-même avait besoin de soins. Donc la première mesure phare que lui il a fait en arrivant, c'est de faire un recensement biométrique des agents. Et donc il a décelé 200 agents fictifs, des gens qu'on paye avec les deniers publics, mais en fait qui n'existent pas. Donc ça déjà c'est une mesure. Et ensuite il essaie de faire une utilisation efficiente des ressources qui sont mises à sa disposition afin de pallier à tout ce qui est manque. Mais le problème de l'hôpital Gabriel Touré, c'est que c'est un problème politique. Comme quelqu'un l'a dit ici, parmi les cliniques qui viennent démarcher les malades au sein de l'hôpital public, il y a des intérêts de politiciens bien placés. Ce qui fait que, où mettre le curseur pour soigner le mal, parce qu'un directeur ou un directeur adjoint qui vient, qui détecte un mal, qui veut le soigner, et la meilleure façon de soigner, ce sont les décisions politiques. Et quand le politique lui-même est impliqué dans le mal, ça pose des problèmes. Donc, nous interpellons les pouvoirs publics au Mali pour prendre les mesures nécessaires afin d'aider l'hôpital Gabriel Touré. Parce que qu'on soit président, ministre, premier ministre ou député, on a chacun dans nos familles des gens qui sont démunis, qui malheureusement passeront par le Gabriel Touré. Et comme notre but n'est pas de voir mourir nos proches très tôt, il faut faire quelque chose pour cet hôpital-là. Donc ce qui nous permet de transiter sur le dernier thème qui concerne le franc CFA. Et donc le thème c'est le franc CFA est-il le cordon ombilical de notre tranchée entre les États africains qui sont au nombre de 14 qui utilisent le franc CFA et la France. Donc pour ça, on va vous présenter un peu les choses. Parce que le franc CFA c'est une monnaie, ça tout le monde le sait. Et la monnaie, ça dépend des écoles, mais en fait, globalement, toutes les écoles vous diront la monnaie, elle a trois fonctions. Donc il y a une fonction de réserve de valeur, il y a une fonction pour les transactions, c'est-à-dire qu'une fonction qui facilite les transactions. Parce qu'avant la monnaie, il y avait les trocs. Quand je veux acheter une caméra et je n'ai pas une caméra pour échanger compte, j'ai des manques. Comment matérialiser cet échange-là? Donc la monnaie permet de faciliter l'échange. Et aussi, la monnaie est une réserve de valeur. Et il faut savoir que 14 États africains, donc contrôlés par la France, est obligé d'utiliser le franc CFA comme monnaie. Quand on sait que la monnaie comporte toutes ces trois fonctions que je viens de citer. En résumé, ces pays africains ne maîtrisent pas ces trois différentes caractéristiques que je viens de citer. Le franc CFA existe depuis belle lurette, depuis les années 60. Et il faut aussi situer un peu l'historique de cette monnaie-là. Il faut savoir que le franc CFA a été construit sur le modèle du franc nazi. C'est-à-dire que quand Hitler a annexé la France, la première des choses que Hitler a fait, c'est d'évaluer le franc français. Et quand il a dévalué le franc français, il a arrimé au Deutschmark et il a créé un compte d'opération au trésor public allemand qui fonctionne de la façon suivante. Quand la France a besoin d'importer des produits, elle est obligée de passer par l'Allemagne. Quand elle veut acheter des voitures allemandes, on leur dit, bon, bah, vous avez déjà de l'argent chez nous. Parce qu'il faut dire comment ces comptes d'opération fonctionnent. Toutes les exportations de la France, les recettes d'exportation étaient mises dans ce compte-là. Donc au trésor public allemand, qui comprend la valeur du trésor public. Le trésor public, c'est la propriété de l'Allemagne. Et donc les recettes d'exportation de la France étaient logées dans ce compte-là. Ce qui faisait que la France était tributaire de la politique monétaire de l'Allemagne. Et donc quand De Gaulle a voulu mettre le franc CFA en place, il s'est dit, bah, je vais juste utiliser le modèle que les Allemands nous ont fait. Donc en fait, c'est la monnaie franc CFA part sur une base raciste. C'est une base coloniale, c'est une base d'assujettissement. Et donc il y a plusieurs écoles en Afrique quand il s'agit de débattre autour du franc CFA. Il y a certains intellectuels qui trouvent que c'est très bien, que l'Afrique a intérêt à se retrouver dans cette composition du franc CFA. Il y en a qui vont jusqu'à dire que sans le franc CFA, contrôlé par la France, les Africains tout seuls ne pourraient pas s'en sortir. À côté de ça, il y a une autre école. Il y a plusieurs écoles autour de la question du franc CFA. Faut-il sortir du franc CFA? Faut-il y rester? Donc parmi les éminents intellectuels africains qui prônent la sortie du franc CFA, donc nous avons le professeur Nicolas Agboou et le professeur Prao Yao Séraphin, tous deux ivoiriens,
il y a forcément une raison parce que la Côte d'Ivoire a elle seule à 60% de l'existence du franc CFA. D'ailleurs, tous les gouverneurs de la Banque centrale ouest africaine sont d'origine ivoirienne. C'est comme ça dans les textes. Donc ces derniers disent qu'il faut sortir du franc CFA. Ce sont des éminents professeurs. Ils ont enseigné aussi bien en France que dans leur pays. Ces derniers, ils apportent des éléments pour nous expliquer que le franc CFA, il faut faire 2 études. Sans le franc CFA, qu'est-ce que nous serions? Avec le franc CFA, qu'est-ce que nous avons gagné? Aujourd'hui, nous sommes unanimes autour de cette table à dire que l'Afrique n'avance pas avec le franc CFA. Quand vous prenez le peloton de queue des pays à l'échelle mondiale ou des pays africains, vous trouverez des pays qui ont le franc CFA, des pays colonisés par la France. Quand vous prenez les pays dans lesquels il y a eu des take-off en Afrique, tels que le Nigeria, tels que le Ghana, tels que le Kenya, ou même l'Éthiopie, des pays comme ça, ils n'ont pas le franc CFA. Donc se poser la question à savoir qu'est-ce que nous serions sans le franc CFA est un non-sens parce que tous les pays au monde ont le droit d'avoir leur politique monétaire. Quand on ne maîtrise pas sa politique monétaire, on ne maîtrise pas tout ce qui est lié à la monnaie. Et donc pour en débattre, nous allons donner la parole aux 4 chroniqueurs. On va commencer par Abdoulaye Ba. Bon, moi je pense que l'histoire du franc CFA, de la monnaie et tout ça, il faut se rappeler qu'au lendemain de notre indépendance, on avait le franc malien, et imposé par comment dirais-je, mis sur place par le régime nationaliste de Modibo Keïta, de Faye Modibo Keïta. Et à l'époque, je pense qu'il y avait une certaine autosuffisance alimentaire et puis les échanges commerciaux, les échanges internationaux se faisaient normalement et sans l'emprise directe du pays colonisateur. Comme tu le disais, Houphouët-Boigny, à un certain moment donné, a voulu vraiment aider son maître colonisateur en imposant, en forçant peut-être, je dirais même en forçant la main de ces autres sujets, parce que Houphouët n'était autre que voilà, les bras invisibles de la France en Afrique de l'Ouest. Et à travers la mise en place de la CEDEAO, on a eu ce qu'on a eu, il y a eu un certain nombre de pays qui ont adopté le franc CFA comme monnaie commune. Mais de ce point de vue-là, je pense que ceux qui disent que... je pense qu'au niveau de la CEDEAO, déjà, les 14 pays qui ont comme monnaie, disons, commune le franc CFA, chacun doit poser la réflexion au niveau national et puis évaluer ses propres richesses en se posant la question suivante. Est-ce qu'on sera en mesure de garantir notre économie? Est-ce qu'on sera en mesure d'effectuer nos échanges du point de vue international en se basant sur nos réserves, nos ressources naturelles et autres ressources que les pays peuvent en dégager? Et je pense que c'est là-dessus, il faut un vrai débat citoyen en démontrant les enjeux et les faiblesses aux citoyens pour que les pays, comment dirais-je, faudra-t-il même pas poser un référendum dans ce sens-là, en expliquant tout au peuple? Parce que quand tu prends le Mali, qui est quand même très très riche du point de vue ressources naturelles, bientôt on aura le pétrole, bientôt on aura l'uranium dont l'exploitation va commencer incessamment d'ailleurs. Donc je pense que la question de garantir notre économie ne doit pas se poser. Mais seulement il faudrait une volonté politique pour expliquer au peuple les enjeux, tout simplement. Donc avant de passer à Moussa Badia, donc la monnaie comme intermédiaire des échanges, la monnaie comme réserve de valeur et la monnaie comme unité de compte, si on ne maîtrise pas sa politique monétaire, est-ce qu'on peut maîtriser tous ces 3 éléments? Alors en fait, avant de maîtriser sa politique monétaire, je pense qu'il faut être propriétaire de sa monnaie, d'abord, parce que le franc CFA n'est autre que la propriété privée de la France. Et les éminents professeurs que tu as eu à citer l'ont démontré. Et la France non plus ne l'a pas nié. D'ailleurs, Christine Lagarde l'a dit en 2008, que devenir propriétaire de sa monnaie ne dépend que des pays africains. Il faut maintenant qu'ils se structurent, qu'ils s'organisent et qu'ils mettent un programme d'appropriation en place. Cela dit, le franc CFA, pour moi, c'est même pas un franc, c'est un moyen de soumission des pays africains, notamment des pays d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand même, chaque assise des pays de l'UEMOA, en fait de la CEDEAO, est quand même supervisée par un Français.
c'est ce qui montre à souhait, si vous voulez, l'omnipotence de la présence française dans la gestion des affaires africaines, notamment dans la gestion des pays de la CEDEAO. Aussi, tu as eu à le dire, l'origine c'est plutôt nazi, c'est parti justement de l'occupation de la France par les néo-nazis. Mais aujourd'hui, ce qui est aberrant, c'est surtout la garantie liée au franc CFA. Par exemple, le Trésor public français demande 12% de la masse monétaire comme garantie de la monnaie franc CFA. Donc actuellement, on se retrouve à 120% des réserves sous forme de garantie du franc CFA, ce qui fait quelque chose d'environ 800 millions d'euros que nos États peuvent récupérer et utiliser à bon souhait. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie de voir notamment des pays comme le Mali ou le Niger, dont on a plus de 40 à 50% de nos budgets qui sont financés par l'extérieur. Cette manne-là peut nous être vraiment utile dans le développement économique et social. Avant de passer la parole à l'ami Mokhtar, il faut rappeler quelques chiffres. Donc le franc CFA n'a pas apporté le développement, mais la pauvreté. Ça, c'est le professeur, c'est le docteur Prao Yao Séraphin, donc l'un des éminents intellectuels africains qui sont pour la sortie de la zone CFA. Donc parmi les 49 pays les moins avancés, donc les PMA, 35 sont en Afrique au sud du Sahara. La zone franc, elle représente 12% de la population africaine, 12% du PIB et 1,5% des exportations. Avec une population de 25% supérieure à celle de la France, les pays d'Afrique de la zone franc représentent 4,5% du PIB français et 1,5% de sa masse monétaire. Faut-il rester dans le CFA ou faut-il sortir pour aller mieux? Je suis d'avis de ce qui a été dit jusque-là. Je pense qu'en tant qu'Africain, au-delà même des questions économiques, il y a la question de la souveraineté qui se pose. Donc, je pense que si ce sujet-là revient comme un serpent de mer, c'est qu'il a un intérêt particulier. Donc, forcément, il faut que dans ce combat, cette nouvelle génération de dirigeants qui arrive petit à petit aux affaires, il faut que cette question soit prise en charge. Évidemment, lorsque le jour où on dira que l'Afrique ou le Niger bat sa propre monnaie, qu'on a une monnaie commune, d'ailleurs toutes les grandes nations sont passées par là, donc ça veut dire que c'est pratiquement la solution. Sans être un expert de la question, on peut déduire que pour le développement, c'est le chemin à parcourir, c'est le chemin à suivre. Mais il me semble que, sauf erreur de ma part, il me semble que des pourparlers sont en cours sur cette question-là. Je sais que le Niger est impliqué là-dedans. Je sais aussi que le Burkina doit être impliqué. Je ne sais pas si le Mali fait partie. Voilà, c'est au niveau de l'UEMOA. Donc, je pense que là aussi, il faut saluer et encourager les avancées qui sont enregistrées dans ce sens. Nos responsables politiques sont certainement au fait de la chose. Nous ne serons pas plus nationalistes qu'eux, mais ils ont simplement des contingences qui font qu'il faut aller pas à pas pour aboutir, parce qu'il ne faut pas non plus aller pour y aller. Il faut créer les conditions minimales qui permettent justement de poser ces garanties-là, parce que c'est ça qu'on nous jette à la figure, de poser les conditions de ces garanties pour pouvoir assurer cette souveraineté que chacun des Africains, à mon sens, appelle de tous ses voeux. Avant de passer la parole à Tapa Conté, juste rappeler 2-3 choses. Officiellement, le franc CFA est né le 26 décembre 1945, le jour où la France a ratifié les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Il signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. Donc même le nom déjà, ça explique un peu tout. Tapa Conté, faut-il rester dans le franc CFA pour aller mieux ou faut-il en sortir pour faire comme nous souhaitons le faire? Moi, vous avez, dans votre question, vous avez demandé si le franc CFA était
le cordon ombilical qui n'a pas encore été coupé. Moi, je dis non. Je dis que ce n'est pas le cordon ombilical parce que si vous dites cordon ombilical, ça a un sens de... je sais pas, c'est redorer le blason du franc CFA. Moi, je dirais que c'est la corde des guillotines qui tranche autour de la corde des Africains. Et aucun peuple au monde n'a pu se développer, n'a pu atteindre son essor social et économique en utilisant la monnaie et la langue des autres. C'est une évidence. Vous prenez tous les pays du monde, tous les pays qui s'en sont sortis, ils utilisent leur propre langue, ils utilisent leur propre monnaie. Maintenant, je vais prendre un de vos exemples là, c'est-à-dire la monnaie comme instrument de mesure. C'est-à-dire, vous dites quand vous allez acheter un ordinateur, vous avez vos membres. Et il s'est avéré que celui qui détient votre ordinateur, c'est lui le détenteur de votre instrument de mesure. C'est lui qui décide combien vaut votre mangue là. Ça veut dire qu'il peut décider de prendre tout votre mangue en contrepartie en estimant son valeur comme étant égal à sa caméra. Vous mesurez à ce point-là quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Moi, je pense qu'il faut en sortir. Certainement, il faut en sortir et le plus tôt sera le mieux. Effectivement, il a été dit que lui et moi avons réfléchi à ce sujet, mais ne nous blairons pas, c'est que quelque part la France ne va pas se laisser faire comme ça, parce qu'il a tout à y gagner à ce que nous maintenons toujours le franc CFA. Donc, moi je dirais que entre l'économie et la monnaie, c'est comme une voiture et un carburant. S'il n'y a pas de carburant, eh bien, il s'est avéré que nous, notre carburant se décide ailleurs et se maintient ailleurs. Comment voulez-vous que notre économie puisse se développer? Comment voulez-vous que nos États puissent financer notre économie? Quand on voit la Chine et les Occidentaux, l'Europe a créé l'euro et la France, les États-Unis, laissez-le, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ils ont fait quoi? Ils ont laissé les dollars se déprécier un peu. Et en fin de compte, l'Europe est en train de crier quelque part en disant « Ah non, mais l'euro est finalement trop fort, et ça joue sur nos achats de matières. » Peut-être qu'ils achètent les matières premières un peu plus bas, vu le taux d'échange de l'euro. Mais quand ils vont exporter leurs produits, en termes d'échange, ça leur coûte vachement cher. Ça veut dire que même la Chine joue là-dessus pour essayer de matraquer un peu l'économie occidentale, les économies occidentales. Donc, la monnaie, il faut en sortir. Il faut sortir non seulement de la monnaie, mais il faut que les Africains arrivent à sortir de cette facilité paternaliste de la France, où il faut toujours la France pour assurer notre sécurité, pour garantir nos monnaies. À un moment donné, moi je pense que ça a un coût. Mais il faut y aller vers ça. On ne peut pas se développer avec ce paternalisme-là. C'est un confort qu'on s'est institué. Il va falloir que l'Afrique recommence, notamment l'Afrique francophone, recommence à se retroucher le manche et à éviter le facile. Très bien, donc ce que nous on peut conseiller à nos spectateurs, c'est de chercher à s'approcher des travaux du docteur Traoré Yao Séraphin et du professeur Nicolas Ambou. Ils ont fait des livres que nous allons vous proposer justement à l'issue de cette émission. Ils ont aussi fait des vidéos YouTube que vous pouvez consulter pour ceux qui n'ont pas le temps de s'asseoir pour lire. C'est édifiant ce qu'ils disent. À côté de ça, j'ai envie de revenir un peu sur ce que Tapa Conté a dit. Quand vous prenez par exemple une personnalité politique, l'une des personnalités politiques les plus aimées en France, en la personne de Jean-Marie Le Pen et de sa fille Marine Le Pen, ces deux-là représentent quand même une grande partie de la population française. Et ces deux-là disent qu'il faut sortir de l'euro. Pourquoi ils veulent sortir de l'euro? Parce que l'euro aujourd'hui est en ballottage défavorable par rapport au dollar. Parce que sur le cours du marché des produits, il y a une baisse de compétitivité due à un euro trop fort. Et les Américains ont laissé faire effectivement. Mais la question qui se pose, pourquoi Marine Le Pen, le clan Marine Le Pen demande à ce qu'on sorte de l'euro? Tout simplement parce que l'euro ne fait pas l'affaire de la France. Tout simplement parce que c'est une politique monétaire globalisée que la petite France hexagonale ne maîtrise pas. Et donc quand nous transposons cette réalité-là sur les pays africains qui vivent ça depuis 1945-1946, il faut juste prendre cet exemple-là. Quand on ne maîtrise pas sa politique monétaire, quand on ne maîtrise pas ses instruments monétaires,
il y a beaucoup de choses qui arrivent au pays. En fait, on est tributaire de celui qui défend. Il faut rappeler aussi à nos spectateurs que le franc CFA est fabriqué en France à Clermont-Ferrand. Et donc, si c'était fabriqué à Bamako ou à Niamey, déjà peut-être qu'on pourrait mettre en place la planche à billets comme ça se fait aux États-Unis, qui produisent autant de monnaie que de façon artificielle. Ils ne laissent pas le marché s'exprimer. Quand ils ont besoin d'une certaine quantité de monnaie, voilà, quand ils ont besoin d'une certaine quantité de monnaie, ils fabriquent le nombre de billets qu'il en faut. Et tout ça, nous, États africains, nous ne maîtrisons pas, nous ne pouvons pas anticiper sur ce qui arrive. Et malheureusement, la France, qui a un rapport de pays avec un ensemble de pays comme si c'était des gamins, ça amène à se poser des questions tout simplement d'ordre humain, des questions de responsabilité et des questions de souveraineté. On ne peut pas être souverain à part entière avec une part de souveraineté. Donc on demande aux gens de réfléchir sur la question, et ce ne sont pas les dirigeants qui peuvent apporter la question. C'est la masse qui peut apporter ce ne sont pas les dirigeants qui peuvent apporter la solution, c'est plutôt la masse, parce que si la masse qui élit les responsables décide aujourd'hui de sortir du franc CFA, peut-être que les dirigeants ils en feront leur cheval de bataille. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Les États-Unis ont condamné la banque BNP, une banque française, à payer une amende d'un peu plus de 7 milliards d'euros, tout simplement parce que les États-Unis avaient mis un embargo sur le Cuba et l'Iran. Cette banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à faire affaire avec ces pays-là parce que c'est une banque française et que la France n'avait pas mis d'embargo sur ces pays-là. Mais il s'est avéré que derrière, les échanges avec ces pays se font en dollars. Et le dollar appartient aux États-Unis. Donc à l'État américain, ça veut dire que la BNP s'est servie de leur monnaie. Et à ce titre, si les États-Unis mettent un embargo sur un pays, on ne peut pas échanger, faire affaire avec ces pays-là, quand bien même que son propre pays n'a pas de problème avec ce pays-là, on ne peut pas échanger avec ce pays-là sous prétexte que les échanges se font en dollars. Et ils ont puni la banque française à payer cette somme colossale, c'est historique d'ailleurs, tout simplement parce que le dollar les appartient. Ça prouve à l'évidence que la monnaie est une arme de guerre, aussi puissante que l'arme nucléaire. Je voulais juste ajouter 30 secondes. 30 secondes, justement, par rapport aux commentaires que tu viens de faire sur Marine Le Pen et l'euro. Moi, je pense que le combat pour la souveraineté tel qu'on est en train de le décliner est un combat vital pour nos pays. Mais il faut faire attention à ne pas non plus créer les conditions d'un repli sur soi. Moi, je ne pense pas qu'il soit, sincèrement, je ne suis pas économiste, je ne suis pas au fait des choses, mais je ne suis pas certain que la solution pour nos pays africains soit le fait que le Niger batte sa monnaie, que le Mali batte sa monnaie, que le Burkina batte sa monnaie. Nous recherchons, et c'est le sens qu'on doit donner à nos engagements respectifs, l'intégration de nos pays. L'intégration de nos pays, et je pense qu'un des éléments capitaux de cette intégration, c'est aussi la monnaie. Donc pour moi, ça ne me choque pas d'avoir une monnaie commune africaine ou Afrique de l'Ouest ou machin, enfin je ne sais pas trop, les spécialistes nous diront ce qu'ils vont faire, mais je ne suis pas certain que le salut viendrait d'une monnaie nationale dans nos différents pays. Or, ce que Marine Le Pen dit, c'est ce repli sur soi qu'ils ont toujours. Il faut faire attention à l'interprétation de ce qu'ils nous disent. L'euro n'est pas le problème de la France. C'est la manière dont l'euro a été conçu qui pose un problème, y compris à la France. Donc c'est différent. Moi je pense qu'il faut faire attention. Oui, en fait, je vais répondre très rapidement sur deux points. Le premier point, c'est comme il est en train de dire, en fait, le problème de l'euro, justement, c'est que c'est la monnaie unique, ce n'est pas une monnaie commune, c'est une monnaie unique. Par contre, ce qu'on est en train de faire en Afrique, c'est plutôt une monnaie commune, donc ce n'est pas la même chose. Et deuxièmement, j'aimerais revenir justement sur l'origine de la monnaie en Afrique. Juste 30 secondes. Oui, l'origine de la monnaie en Afrique, c'est arrivé comment dans les années 1880? C'est que les colons, pour assujettir la population autochtone, ont ramené justement la pièce en leur disant
écoutez, maintenant vous devez nous payer des impôts, et ces impôts-là, vous n'allez pas nous les payer avec vos riz, avec vos céréales et consorts, mais vous allez travailler pour nous, et nous on vous donne la monnaie, et après vous nous donnez au retour cette monnaie-là comme impôt. C'est comme ça que la monnaie est arrivée en Afrique, parce qu'avant on avait le système des trocs et d'autres formes d'échange. Donc c'est vraiment édifiant, et c'est la même chose qui continue jusqu'à présent. La France produit le franc CFA, nous le renvoie, on l'utilise chez nous, après on lui renvoie ça. Et il faut vraiment qu'on sorte de ces systèmes-là, de ces systèmes qui ne nous favorisent guère, donc vaut mieux qu'on s'en sorte. Très bien, donc ce qui met fin à ce débat, nous tenons à remercier M. Mamadou Sarambounou de l'association MICA 94, donc c'est l'association qui nous permet d'avoir ces locaux-là pour tourner nos émissions. Nous tenons à remercier donc l'association M. Mamadou Sarambounou. Aussi, je veux remercier mes chroniqueurs, Tapa Conté qui est toujours présent dès le début, il est à remercier. Mokhtar, bon, c'est la première fois qu'il sera là tous les dimanches, Inch'Allah, sur notre plateau. Il est très occupé, mais bon, nous avons besoin de l'avoir. Il y a notre géopoliticien Moussa Badiet Doubia qui nous fait l'honneur aussi d'être tout le temps là et qui fait aussi des articles sur le site rpmedia.com. Et il y a Abdoulaye Ba qui est un peu au four et au moulin pour Rebelle Pacifique, qui a servi d'ailleurs à mettre en relation Rebelle Pacifique et Mamadou Sarambounou, donc qui nous a trouvé ce local-là. Je remercie aussi mes gladiateurs en costard, Mariam Sissoko qui est à la caméra aujourd'hui, Mariam Kadia Kamara qui présente le face-à-face, qui maquille nos invités, qui fait un bon boulot de chronométrage, Fatoumata Soukouna qui est au montage, Kazi Smith, le Phoenix, rappeur d'origine gabonaise, qui est venu nous aider un peu ici, Babadem qui a été interviewé aujourd'hui sur le projet Umuganda, mais qui est là tous les dimanches pour nous aider dans la logistique. Donc nous remercions tout le monde, nos spectateurs, et on se dit à dimanche prochain. Soyez nombreux sur www.rtmedia.com.